Donc bonjour à tous, je vous remercie d'assister à ce webinaire. Donc, ce sera sur les indicateurs clés d'une campagne emailing. Donc moi je m'appelle Loïc Bressler, je travaille pour la société Ediware. On est routeur emailing et on s'occupe également d'accompagnement autour de projets e-marketing pour nos clients. Donc des clients qui sont aussi bien des TPE que des grands comptes. Ça fait 14 ans que je travaille dans l'email marketing et je vais essayer de vous donner quelques pistes pour analyser vos statistiques de campagne et surtout ne pas tomber dans les pièges les plus fréquents. Donc n'hésitez pas à nous laisser une note sur ce webinaire ou un commentaire directement sur le site du webinaire. Ça permettra de nous améliorer par la suite. Donc je vous explique comment ça va se dérouler. On va d'abord passer 10 minutes pour faire un rapide survol de l'emailing et des statistiques en général. Et ensuite, on va revenir sur chaque tour en détail en prenant des exemples, en expliquant ce que ça apporte. Et je vous donnerai des fourchettes pour savoir ce que vous êtes en droit d'en attendre. Donc n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Dans la mesure du possible, j'essaierai d'y répondre. Sinon, on verra à la fin si j'ai des questions qui sont en suspens. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est vous donner les points clés qui permettent de vous y retrouver dans les taux qui sont présents dans des statistiques et ensuite de les analyser pour optimiser vos campagnes. Je vais vous expliquer comment bien analyser ces stats et pas tomber dans les pièges. Je vous présenterai ensuite des solutions concrètes pour améliorer ces statistiques en fonction de votre activité. Parce que bien sûr, c'est spécifique à chaque activité, suivant qu'on est sur une boutique e-commerce, sur de la prospection, sur de la fidélisation. Donc, tout d'abord, c'est intéressant, je pense, de regarder les différents types de campagnes qu'on peut faire. Donc, on fait la distinction généralement entre les campagnes B2B et B2C. B2B pour les produits et services aux entreprises, B2C pour les particuliers. Les campagnes de prospection, tout d'abord, elles sont destinées à vendre des produits et des services, à détecter des clients potentiels. Les campagnes de fidélisation ou de satisfaction, elles permettent de garder le contact avec les clients, de connaître leurs attentes, de connaître leurs problèmes. Les campagnes d'invitation, qu'elles sont destinées à l'organisation d'un événement, un petit déjeuner, une conférence par exemple. Et enfin, les campagnes d'information. Donc, les campagnes d'information, c'est en général pour présenter des nouveaux produits ou des services d'une société. Donc, lorsqu'on prépare une campagne, c'est très important de bien définir dans quel cas on se trouve et de se demander quel est l'objectif de la campagne. On ne peut pas se lancer dans une campagne sans avoir défini clairement un objectif. Ensuite, une fois que la campagne est prête, il faut relire la campagne et regarder objectivement si elle est cohérente avec ce que je veux en tirer. Par exemple, sur une campagne de prospection, je dois me demander est-ce que l'offre est claire? Est-ce qu'elle est adaptée à ma cible? Est-ce que le destinataire sait exactement quoi faire s'il est intéressé? Bon, je pense que comme moi, vous avez reçu des mails de présentation d'une société. Voilà, ils présentaient la société, ils invitaient à aucune action. Donc voilà, si je ne sais pas exactement ce que je dois faire, ce qui m'est proposé et quelle est la prochaine étape après avoir lu un message, c'est un échec. Pour les campagnes d'invitation, c'est pareil. En général, on prend des messages courts, on fait des messages courts qui mettent en avant la date, le lieu, le programme et qui mettent en avant l'appel à l'action. Donc là, l'appel à l'action, c'est l'inscription. Ça peut être un bouton, ça peut aussi être un lien dans le corps du texte. Je vous invite à voir un de nos autres webinaires sur ce qui est spécifique au message d'invitation. Donc on parle que de ça avec des exemples. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre, ça ne pose aucun problème. Donc après chaque envoi sur une plateforme emailing, on a des stats. Donc on a une page de statistiques qui nous donne des informations assez utiles. Donc je vais vous donner quelques exemples sur ce qu'on peut tirer des statistiques et ensuite je reviendrai en détail sur certains des points les plus importants. Donc là j'ai mis en vrac les différents points. Donc anticiper les prochaines campagnes, c'est détecter les sujets qui intéressent le plus les internautes. Le taux de clic sur chaque produit ou sur les offres qui sont présentes dans ma campagne, ça m'indique quelles sont les attentes de mes destinataires.
Ça permet ensuite de faire des campagnes qui sont dédiées sur les thématiques les plus performantes. Ce qui m'amène aussi à pouvoir tester plusieurs objets, faire de l'A/B testing. Donc, je vais m'attarder là-dessus. L'objet d'une campagne, le nom d'expéditeur, c'est ce qui définit si le destinataire va ouvrir ou pas mon message. En général, en 3 secondes, on se fait une idée, est-ce que je vais l'ouvrir ou pas? Ça peut être intéressant d'en tester plusieurs pour en mesurer l'impact. Et ça, c'est les statistiques qui vont m'aider à le faire. Je répondrai juste à la fin du slide. La segmentation de ma base de données, donc avec des stats, ça peut m'aider à bien segmenter ma base de données. Donc, par exemple, savoir si ma campagne emailing, les stats de ma campagne emailing sont sensibles à la classe d'âge de ma base, par exemple, ou à la situation géographique. Ça me permet de mesurer la qualité de ma base. Donc, on a des indicateurs dans les stats qui montrent si le fichier de destinataire, si le mode de collecte sont corrects. Par exemple, si j'ai des ouvreurs dans le monde entier et que ma campagne est ciblée sur la France, j'ai un problème. Pareil, si j'ai un taux de mauvaise adresse, on appelle ça des NPAI, c'est l'abréviation de n'habite plus à l'adresse indiquée. Si le taux est excessif, j'ai un problème sur mon fichier, il peut être trop ancien, voilà, ou mal qualifié. Donc on verra ça par la suite hein, quand on passera au taux de NPAI. Pour les boutiques, ça permet de prévoir son stock. Ça veut dire être proactif dans l'achat de ses produits pour répondre à la demande sur les produits les plus performants. Ça peut me permettre de trouver le bon rythme d'envoi. Donc, on appelle ça la pression commerciale. Si j'ai un taux de désinscription qui est trop élevé, ça peut être que j'ai une pression commerciale qui est trop forte. Une piste d'optimisation, ça peut être de faire un formulaire pour demander à chaque destinataire si le rythme d'envoi lui convient et celui qu'il souhaite. Et enfin, ça peut m'aider à scénariser mes envois. Donc, on peut augmenter facilement la performance d'une campagne emailing avec des relances ciblées. Par exemple, si je relance sur les non-ouvreurs, sur les cliqueurs qui n'ont pas été transformés. Donc, je vois qu'il y a quelques réactions. Donc, parler des bases emailing elles-mêmes, on va parler de l'impact de la collecte sur les stats, de la segmentation. Par contre, où se procurer des bases emailing segmentées de qualité, non, ce n'est pas l'objet du webinaire. Par contre, vous pourrez me recontacter derrière si vous voulez. Sachant que bon, il y a pas mal de points à prendre en compte. On ne peut pas acheter n'importe où les bases. En B2C, c'est assez délicat. Et voilà, il faut quand même que le mode de collecte soit correct. Définir le bon rythme d'envoi, ça on va y venir quand on parlera de la désinscription notamment. Pour le son, je vais voir Adeline. Enfin, je vais laisser Adeline voir avec vous. Et voilà. Donc, on va passer au taux d'ouverture. Donc, je vais voir en détail chaque taux qui est présent dans les stats d'une campagne. Donc, je commence par le taux d'ouverture, c'est le plus important. En général, il est mis en avant. Alors, il y a 2 taux d'ouverture. Il y a le taux d'ouverture unique et le taux d'ouverture cumulé. Ils appellent ça aussi taux d'ouverture total, suivant le routeur, suivant la plateforme. C'est des données qui sont différentes. Alors, en dessous, je vous ai mis 2 illustrations qui sont prises sur la plateforme Ediware. Le taux d'ouverture unique, il compte un destinataire une seule fois. Il permet de compter précisément le nombre de destinataires uniques qui a réagi. C'est-à-dire une personne qui ouvre une fois va être comptée une fois. Si elle ouvre 2 fois ou plus, elle sera toujours comptée une fois. Alors que le taux d'ouverture cumulé, c'est le contraire. Il est plus élevé et il compte chaque ouverture du message. Alors il me donne une indication qui est plus réaliste de la diffusion réelle de mon message. Quand les personnes ont transféré le message, ça augmente ce taux. En général, quand il y a un seul taux sur une plateforme, c'est souvent le taux cumulé qui est communiqué au client, bon, parce qu'il est plus élevé et qu'en général, voilà, il est plus représentatif de ce qui s'est passé de la diffusion réelle de la campagne. Alors, sauf micro-volume, mais bon, on en reparlera après. Donc, si je prends un exemple simple, un fichier de 100 clients qui sont fidèles, donc qui ouvrent souvent mes campagnes, disons qu'il y en a 50 qui ouvrent le message.
le taux d'ouverture unique sera de 50%. Par contre, le taux d'ouverture cumulé, il pourrait être plus élevé. S'ils ouvrent sur plusieurs terminaux, s'ils ouvrent à partir de différents endroits, il pourra être voilà, quelques pourcents au-dessus, enfin 60, 70%, c'est pas rare du tout. Alors attention, un petit piège, cet indicateur là d'ouverture ne peut être calculé que sur des emails au format HTML. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi l'ouverture elle est détectée grâce au chargement d'une image invisible dans le message. C'est un petit pixel de tracking invisible. Et si les images du message ne sont pas téléchargées, l'ouverture n'est pas comptabilisée. Donc attention aux messages qui comportent que du texte. Si l'internaute voit votre message correctement et que ces images sont bloquées, il n'a aucune raison de cliquer sur télécharger les images, qui voit tout dans de bonnes conditions. Et du coup, sur des messages pas très graphiques ou entièrement en texte, on peut avoir une très grosse déperdition dans le comptage des ouvertures. Certains navigateurs ont aussi une option ne pas me pister qui aggrave la déperdition d'ouverture détectée. Alors le piège, c'est que certaines campagnes sont vraiment prédisposées à avoir une grosse déperdition de détection des ouvertures et du coup à avoir un taux qui est très inférieur à la réalité. Alors c'est pas catastrophique en soi, les gens voient quand même la campagne. Par contre, c'est gênant quand on commence à les comparer. On peut comparer que des campagnes qui sont à peu près du même type. On ne peut pas comparer le taux d'ouverture d'une campagne entièrement texte et d'une campagne entièrement graphique. Donc si vous n'avez pas de solution pour comparer des campagnes ou si vous n'avez pas d'historique, c'est important de connaître les taux d'ouverture à peu près courants suivant les types de campagnes et savoir si vous avez une marge d'amélioration. Donc en général, on dit qu'une campagne est réussie quand on a un taux d'ouverture cumulé qui est de 30% de fidélisation. Voilà, aux alentours de 30%. Ça peut être plus si vraiment c'est ultra qualifié et que les clients attendent le mail. Et on parle de 10% en moyenne sur une campagne d'acquisition. Donc 10%, voilà, ça peut être un petit peu en dessous si on est en B2C. Et voilà, après ça va dépendre de la qualité, enfin, du ciblage du fichier et de l'offre. Quand on connaît la fourchette de taux à atteindre, si elle n'est pas, voilà, je vais vous citer quelques pistes pour y remédier. Donc ça peut être un problème de délivrabilité, hein, bien sûr. Est-ce que le message est arrivé en boîte de réception ou en spam? Est-ce que vous avez testé d'autres objets? Parce que c'est l'objet qui est déterminant pour l'ouverture de la campagne. Est-ce que la pression commerciale n'est pas trop élevée? Si les gens reçoivent trop de messages de votre part, forcément, ils finissent par ouvrir un peu moins. Est-ce que le message a été envoyé à la bonne période? Donc, bien sûr, pendant les vacances, les taux baissent. Pareil, si c'est envoyé le week-end en B2B, c'est pas forcément opportun. Attendez aussi avant d'analyser vos stats. Il faut attendre qu'elles soient définitives avant de les analyser. Donc, en moyenne, on attend 24-48 heures avant de tirer des conclusions. Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Donc, les bons taux, on les a dit, 10% pour de l'acquisition, 10-15% pour de l'acquisition, 30% pour de la fidélisation. À revoir à la baisse pour le B2C, bon, principalement parce qu'en B2C, les gens sont pas mal sollicités. Pour des exemples, alors tous les exemples sont tirés de la plateforme Ediware. Nous, on est éditeur d'une plateforme emailing, donc qui est en libre service. Hein, c'est sous forme d'abonnement. Vous pouvez accéder à la plateforme pour mettre en place des campagnes, les envoyer, récupérer des stats. Donc, comment éviter qu'il arrive en spam? Alors, il y a une partie qui incombe au routeur. Voilà, faut que le routeur ait des bonnes pratiques, vous mettre des IP dédiés. Et il y a aussi une partie qui incombe au client. Donc voilà, la pression commerciale, l'offre, le message. Donc, possibilité de suivre les stats relatives à la bad réputation, ça c'est le routeur qui doit vous donner les clés, sauf si vous routez en interne. Donc j'ai un webinaire qui parle de la délivrabilité, qui vous donne toutes les clés pour suivre votre réputation, surtout si vous routez de manière interne.
Donc il y a des outils en ligne qui permettent d'avoir une idée de la réputation. Alors tout ça, bien sûr, si vous êtes en IP dédié. Si vous êtes sur une plateforme de routage emailing où le routeur vous met des IP mutualisés, c'est un autre problème. C'est tous les clients qui vont faire la réputation des IP. Donc nous, on fonctionne que en dédié, c'est pour ça que je fais le raccourci à chaque fois. Alors le taux de clic, j'en parle après. Est-ce que les taux de cliqueurs ont un peu baissé? On en parle après. Relancer les non-ouvreurs, bah ça c'est votre plateforme qui le fait. Hein. Il doit y avoir un bouton normalement recréer une campagne et voilà, récupérer les non-ouvreurs ou les non-cliqueurs d'une campagne. On doit pouvoir segmenter de façon assez fine. Hein. Voilà, si on fait vraiment de l'email marketing, on doit pouvoir faire des segmentations sympas du style, voilà, je veux les gens qui n'ont pas ouvert le dernier message ou je veux les gens qui ont, au contraire, qui ont ouvert il y a moins de 6 mois au moins une fois. Ok, et Amadou. Ok. Donc, passons aux aboutis. Donc, les aboutis ou le taux de délivrabilité, c'est celui qui apparaît souvent en premier sur votre page de rapport. Alors attention, hein, c'est pas le nombre de mails qui arrivent en boîte de réception. Il ne tient pas compte des messages qui sont écartés par le filtre anti-spam qui sont mis dans la boîte spam. Donc, un message peut être refusé par le serveur de messagerie du destinataire s'il est considéré comme spam. Donc, dans ce cas, bien sûr, il n'est pas abouti. Par contre, si le message est accepté et qu'il est classé dans la boîte spam du destinataire, il sera considéré comme abouti. Parce que le routeur a aucun moyen de le savoir, en fait, entre le moment où le message est accepté et le moment où il y a un éventuel comportement de la part du destinataire, ouverture, clic, désinscription. Pour un routeur, c'est une boîte noire. On ne sait pas ce qui se passe. C'est à la discrétion du serveur de messagerie du destinataire. Quand un internaute classe lui-même un message en spam ou un expéditeur à risque, pour se débarrasser de vos mails en général, ils continueront la plupart du temps à être considérés comme aboutis. Voilà, sauf s'ils finissent par être refusés par la messagerie. Donc justement, en général, quand les gens commencent à classer massivement un message en spam, au début, ça va donner un taux d'abouti normal et un taux d'ouverture mauvais. Et ensuite, les mails vont commencer à être refusés par certains fournisseurs de messagerie et du coup, votre taux d'abouti va baisser. En général, avant d'arriver dans ce cas de figure, il faut regarder s'il n'y a pas des signes avant-coureurs, donc le taux de désinscription qui augmente, le taux d'ouverture qui baisse. Si vous avez un routeur qui est chez Signal Spam, avoir les plaintes Signal Spam pour voir si les gens signalent votre message comme spam. Donc nous, on a un petit indicateur là-dessus sur les signalements comme spam. Alors sur la plupart des plateformes internationales, genre américaines, vous avez ce type d'indicateur, mais sur les FAI américains, genre Hotmail, Yahoo et compagnie, pour avoir les FAI français, il faut un routeur qui a des rangs signal spam, donc un routeur français en l'occurrence. Et pour éviter de vous retrouver dans une situation où vos mails commencent à être refusés, donc bon, il y a la collecte qui rentre en jeu, bien sûr, mais il y a aussi des petites astuces qui peuvent permettre d'améliorer les choses. Par exemple, mettre une phrase en bas du message, vous recevez cet email parce que vous êtes inscrit à telle ou telle base. Donc expliquer d'où provient l'adresse et pourquoi vous l'envoyez, enfin pourquoi vous envoyez ce mail légitimement, ça peut améliorer le taux de délivrabilité dans le temps. Comment relancer? Vous pouvez créer des campagnes automatiques pour relancer les non-ouvreurs, oui, effectivement. Bon, après, il y a des systèmes de marketing automation qui permettent de faire de mettre des process en place pour faire des choses automatiquement, genre relancer les non-ouvreurs, relancer les gens qui ont cliqué ou qui n'ont pas rempli un formulaire. Est-ce que les liens de désinscription favorisent la classification en spam par Gmail ou Hotmail? Non, à mon avis non, parce que voilà, une personne qui se désinscrit et qui ne reçoit plus vos mails par la suite, ce ne sera pas une personne qui signalera votre mail en spam. Et voilà, sur Hotmail ou Gmail, on a
typiquement des FAI qui se basent que sur les plaintes utilisateurs, enfin principalement sur les plaintes utilisateurs. Donc le fait d'avoir un système de désinscription qui soit simple, rapide et définitif, ça ne peut que augmenter la délivrabilité dans le temps. Donc justement, on va passer au taux de désabonnement. Merci pour la transition. Donc, le taux de désabonnement, c'est un indicateur qui est très important au niveau de la qualité de votre campagne. Donc, il indique si l'offre est adaptée à la cible. Par exemple, une proposition qui est en dehors des centres d'intérêt de votre cible donnera un taux de désinscription très élevé. Il évalue la qualité de collecte de vos adresses. Donc, des emails qui sont envoyés sans le consentement des destinataires, ça amène quasiment à tous les coups à un taux de désinscription qui est très élevé, sans compter les risques pour la délivrabilité, notamment parce que certains internautes vont mettre directement votre message en indésirable plutôt que se désinscrire par manque de confiance. Ou alors parce que le lien de désinscription n'est pas assez mis en évidence. Voilà, on a les extrêmes où pour se désinscrire, il faut aller retrouver son login et son mot de passe sur le site de l'annonceur. Bon, là, la plupart des gens va finir par signaler votre message comme spam. Donc attention à ce chiffre important, un taux de désinscription qui est supérieur à 1%, en général, c'est qu'il y a un problème sur la collecte des emails ou sur le message en lui-même. Voilà, il peut être hors cible. Voilà, taux de désinscription 1%. En général, nous, c'est la limite. On a une alerte sur la plateforme quand on a un taux qui est supérieur à ça. Et on va regarder ce que le client a fait. On peut aussi regarder si le nombre de désinscrits n'est pas supérieur au nombre de gens qui ont cliqué dans la campagne. Alors là, c'est pas forcément représentatif, hein, ça représente pas forcément un problème de collecte, mais en tout cas, ça veut dire que le rendement de la campagne est pas très bon. Si vous avez plus de désinscrits que de clics, ça veut dire que dans le temps, votre fichier va baisser, enfin, le nombre de gens dans votre fichier va baisser plus vite que la qualification. Oui, c'est 1%, ouais. 1% de désabonnement, c'est la limite. Alors, on peut dépasser 1% sur un premier envoi la première fois qu'on utilise un fichier ou si vous n'avez jamais fait d'emailing. Après, il doit vraiment tendre vers 0, quoi. Le taux de clic. Alors, c'est comme pour les ouvertures. Il y a un taux de clic unique, un taux de clic cumulé ou total, suivant les plateformes. Le taux de clic unique, j'appelle ça les cliqueurs aussi. Un cliqueur, c'est un destinataire qui a cliqué sur un ou plusieurs liens de votre message. Alors que le taux de clic cumulé, ça compte tous les clics sur le message. Donc le taux de clic, il indique clairement si le message a été pertinent. C'est un indicateur qui reflète la performance du message. Un bon taux de clic, ça assure une bonne transformation derrière. C'est voilà, ça, quel que soit l'objectif de la campagne, si vous avez pas mal de clics, il y a une meilleure chance que ça marche mieux au global. Quelques pistes pour booster le taux de clic. Donc je vais pas revenir dessus, mais voilà, la segmentation de la liste. Un bon ciblage de vos messages, c'est important. On a l'astuce de la vidéo aussi qui permet de générer pas mal de clics. Alors c'est pas vraiment une vidéo, hein, c'est une image d'un lecteur vidéo qui incite l'internaute à cliquer sur le bouton play. Donc attention juste à ne pas décevoir l'internaute, hein, la vidéo doit quand même être pertinente, inciter à l'action, comme remplir un formulaire, acheter. Et les boutons de partage sociaux, ça permet également de diffuser votre message sur d'autres canaux. Et enfin, la forme du message, elle est importante. Donc, par exemple, le fait qu'il soit responsive. On a de plus en plus de gens qui ouvrent le message sur leur mobile ou sur leur tablette. Alors, la dernière étude que j'ai vue, c'est 8% qui sont consultés sur le mobile, 8% des mails consultés sur mobile et 4% sur tablette. D'où l'intérêt que ça s'affiche correctement sur mobile ou tablette. Alors sur notre site, je crois qu'on a mis les bonnes stats, hein, de la dernière étude du SNCD, c'est le Syndicat national de la communication directe auquel on est adhérent et qui donne des stats sur les habitudes des internautes en B2C notamment. Alors, le taux de clic moyen, je ne vais pas vous le donner, je vais en parler après quand on parlera de la réactivité. Mais voilà, on peut dire entre 1 et 5%.
Voilà, si on est en dessous de 1%, il faut se poser des questions. 5%, c'est pas mal, mais alors là, ça dépend beaucoup trop de l'offre en fait. Vous n'avez pas le même nombre de clics si vous vendez des produits de consommation courante avec un super prix, et si vous vendez par exemple des machines spéciales ou des modules pour des gros logiciels. Voilà, les objectifs sont pas les mêmes. Enfin, on a des clients, s'ils font 2 ventes dans l'année, ils sont contents. Donc forcément, ils n'ont pas les mêmes stats que des produits de consommation courante. La source pour les stats, c'est l'étude Email Marketing Attitude du SNCD, Syndicat national des communications directes. On a un article sur le site, je crois. Vous devriez pouvoir le retrouver sur le site routage-email.com, enfin, ou ediware.net. Pour améliorer votre taux de clic, donc quelques pistes. Soyez clair, concis. Alors, il ne faut pas qu'il y ait trop de texte ni trop de liens. Surtout que l'internaute sache quelle est la prochaine étape, savoir ce que vous attendez de lui. À gauche, là, je vous ai mis une capture d'un message d'invitation pour un petit déjeuner d'un de nos clients. Alors, le premier tiers du message comporte toutes les informations qui sont essentielles pour un mail d'invitation, la date, l'heure, le lieu, le thème. L'appel à l'action, il est clair, il est mis en évidence juste après le programme. Là, on a un message qui est bien optimisé. Quand je reçois ça, si ça m'intéresse, voilà, je sais de quoi ça parle, ce qu'on attend de moi et comment m'inscrire. À droite, j'ai un message d'un fabricant de meubles, donc qui serait à la rigueur correct pour un message d'information sur des clients existants. Par contre, là, c'est un message de prospection avec pas mal de lacunes en fait. Si je connais pas l'annonceur, voilà, je peux regarder les images pour savoir ce qu'il vend. Par contre, j'ai pas vraiment la notion claire de ce qu'il attend de moi. Donc voilà, si je me pose ça comme question, c'est qu'il risque de ne pas être performant derrière. Donc oui, j'ai dit entre 1 et 5% pour le taux de clics cumulé. Les taux d'ouverture, on va plutôt être sur 10% pour de l'acquisition, prospection, et 25-30% pour de la fidélisation. Donc n'hésitez pas, comme le dit jeudi, à réagir sur Twitter avec le hashtag à chacun son marketing. Il y a un événement là aujourd'hui. Webikeu. Slide suivant. Donc au niveau du taux de clic, un truc qui peut marcher, travailler les actualités, pas seulement toujours les promotions. Ça peut attirer l'attention du lecteur. Par exemple, là, j'ai mis une petite capture d'écran d'un mail reçu à Halloween. Voilà, des prix monstrueusement bas, c'était l'objet. Et voilà, là, une thématique Halloween. Faites un voyage que vous n'oublierez jamais. Donc, il y a plein de petites astuces, hein, plein de petites idées à trouver tout au long de l'année pour réagir sur l'actualité. Alors, j'en viens au taux de réactivité. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Le taux de réactivité, c'est le taux de clic rapporté aux ouvertures. Donc, si je fais le calcul, j'ai toujours mes 100 envois, j'ai 30 ouvreurs et disons 3 cliqueurs, comme ça sera simple. Mon taux de réactivité, ça va être 3 cliqueurs sur 30 ouvreurs. Donc, c'est 10%. Alors ça, c'est vraiment un taux qui est incontournable. C'est le seul taux qui ne dépend pas de la délivrabilité, qui ne dépend pas d'autre chose que de la performance du message. Donc c'est adapté suivant l'activité, mais en général, on va viser 10% de taux de réactivité. Alors 10% de taux de réactivité, ça veut dire pour 10 ouvreurs, j'ai une personne qui va cliquer. S'il est plus faible que ça, donc regardez la qualité du contenu, il n'y a que ça à regarder. Donc l'adéquation cible-contenu. Est-ce que les produits ou les offres proposées intéressent l'ensemble de mes destinataires?
Ou est-ce qu'il faut que je prévoie de segmenter ma prochaine campagne pour envoyer vers les gens potentiellement plus intéressés? Vérifier aussi l'adéquation objet-contenu. Alors, l'objet doit vraiment annoncer ce que le lecteur va trouver dans le mail. S'il se sent trompé, il ne cliquera pas. Bon, tout le monde a déjà reçu comme moi un mail du style votre demande de devis ou demande de renseignement. Bon, si vous êtes en entreprise, c'est le genre de mail qui va attirer votre attention. C'est ouais, chouette, quelqu'un qui demande des infos. Et si à l'intérieur, j'ai une belle publicité pour des cartouches d'encre, voilà, je l'aurai ouvert, mais il va finir à la corbeille directement. Donc c'est vraiment à éviter. Au niveau des tests qui sont utiles pour améliorer le taux de réactivité, ça va tourner autour enfin, des appels à l'action, des landing pages. Donc voilà, essayez de voir si le fait de remonter votre appel à l'action ou de le mettre directement dans le corps du message, enfin dans le texte en lien, ça change quelque chose. Taux de réactivité de 10%, oui, en moyenne 10%. Là encore, suivant l'activité, ça peut changer. Mais ça, c'est un indicateur qui est assez universel. Je vais essayer de faire réagir une personne sur 10 qui va prendre connaissance de mon contenu. Alors bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, hein. Il y a des messages qui incitent pas au clic. Voilà, si c'est juste informatif ou voilà, si c'est juste de l'actualité, il n'y aura pas de clic. Enfin, voilà, mais pour un message normalement constitué, où le but c'est vraiment que les gens cliquent pour aller plus loin, on va viser les 10%. Ouais. Si la personne a fait la démarche d'ouvrir et que la chaîne contenu, thématique, ciblage est bonne, il y a, on peut viser 1 sur 10. Ouais. Donc le taux de transfert maintenant. Donc le taux de transfert, ça mesure un peu la viralité du contenu. Plus les messages est personnalisés, plus les destinataires aura tendance à partager. Donc les appels à l'action qui sont le plus efficaces, c'est ceux qui sont contenus dans le corps du message en général. Ça, on a fait des tests. On a souvent plus de clics directement dans une phrase sur un lien hypertexte que sur un gros bouton, même s'il faut quand même qu'il soit présent. Alors, il faut savoir qu'actuellement, les internautes préfèrent transférer un message par mail plutôt que de le partager sur les réseaux sociaux. Voilà, ça, c'est pas encore très bien utilisé. Sinon, les messages simples avec un message, enfin, un email simple avec un message clair, concis, ce sera plus facilement transféré. Et enfin, un email avec un objet qui sera simple et surtout qui parle d'une seule thématique sera plus facilement partagé. Parce que sinon, la personne sera obligée de réécrire l'objet pour dire ce qui l'intéresse et du coup, ça va faire baisser le taux de transfert. Alors le taux de transfert moyen, c'est alors à partir du moment où vous le mettez en avant, ou vous le demandez, c'est pas du tout pareil que si vous le demandez pas. Par réflexe, sans incitation, le taux de transfert moyen va être assez faible. En général, moins de 0,5%. Après, vous pouvez essayer d'inciter les gens à transférer, voire de mettre en place une dynamique hein, pour que les gens transfèrent le mail ou incitent les gens à s'abonner à la newsletter. Donc voilà, avec tous les systèmes de parrainage qu'on peut mettre en place, notamment en B2C. Voilà, parrainer un ami pour qu'il s'abonne à la newsletter et recevez quelque chose. Bon, en B2B, c'est pas des dynamiques qui marchent très bien, voilà, qui ne sont pas forcément très adaptées. Le taux de conversion, donc c'est le dernier taux. Le taux de conversion, ça apparaît pas toujours dans les statistiques d'un routeur emailing. Il faut qu'il soit équipé et surtout que ce soit installé, enfin ce soit mis en place avec votre site. Alors concrètement, c'est le nombre de fois où l'objectif a été atteint
comparer soit au nombre de cliqueurs, si je veux évaluer la performance du process de conversion, soit au nombre d'ouvreurs, si, voilà, si je suis sur le process de conversion depuis l'ouverture, ou alors sur le nombre d'aboutis si je veux évaluer le retour sur investissement de manière plus générale. Donc pour un site e-commerce, concrètement, ça va être le nombre de ventes qui est généré par la plateforme emailing, enfin par la campagne emailing. Si c'est une invitation à un événement, bah, c'est le nombre d'inscrits. D'ailleurs, sur les mails d'invitation, je vous invite à assister à notre webinaire le 26 avril à 11 h. Voilà, où on parle vraiment que des mails d'invitation à un événement, donc petit déjeuner, formation, séminaire. Voilà, avec quelques astuces pour essayer d'augmenter le taux de conversion, justement. Et sur la prospection, donc le taux de conversion, en général, c'est le nombre de leads générés, le nombre de contacts générés. Ça veut dire combien de personnes vont s'inscrire ou vont remplir un formulaire de demande d'info, demande de devis. Le webinaire, c'est le 26 avril à 11 h. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne Ediware voilà, pour être tenu au courant de nos prochains webinaires. On en fera un sur les formulaires, justement, en mai, je crois, début mai. Et il y en a qui étaient intéressés par la délivrabilité. On a un webinaire sur la délivrabilité. Puis sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez un support écrit ou qu'on regarde votre problématique ensemble. Le webinaire sur les formulaires, c'est le 12 mai. Mais c'est dans notre chaîne. Donc la chaîne Webikeo Ediware. Alors les tarifs de vos services. Je vous invite à me contacter directement. Je ne peux pas vous répondre comme ça dépend principalement du volume en fait. Quelqu'un qui en envoie 10 000 par mois ne paye pas la même chose que quelqu'un qui en envoie 10 millions. Donc quelques pistes pour augmenter le taux de conversion. Donc dans le slide, j'ai marqué l'ergonomie générale et la forme. Donc forcément un message qui est sobre, qui est moderne, qui est en adéquation avec votre activité, il transformera plus. Donc tout doit être fait pour rassurer le lecteur, surtout si votre notoriété n'est pas encore acquise. Rassurer le lecteur, ça implique de ne pas faire de faute d'orthographe par exemple, d'avoir des images de bonne qualité, d'avoir un numéro de téléphone mis en avant, les coordonnées de l'entreprise, dire que vous existez, mettre les mentions légales, la déclaration CNIL. Dans le cadre d'un e-commerce, enfin d'une boutique en ligne, il faut encore plus rassurer les gens. Mettre les moyens de paiement, mettre la sécurité des paiements, un logo tiers confiance avec la garantie des achats, par exemple. Je crois que c'est Fianet qui fait ça. L'appartenance à un groupement de boutiques, il y a la FEVAD. On peut penser aussi à un lien à propos de nous avec des informations sur votre entreprise. Donc tout ça, ça peut être assez pertinent. Donc dans tous les cas, rappelez-vous que le client n'est pas en face de vous, donc il faut le rassurer. Et voilà, trouver des astuces pour le rassurer, des points forts de votre activité. Pour du e-commerce, le délai de livraison moyen, par exemple, à condition qu'il soit à votre avantage, les conditions de remboursement, un lien vers les CGV. Voilà, et ensuite, pour la mise en place du calcul du taux de conversion, donc il y a en général, ça passe soit par du développement, soit de la mise en place de ce qu'on appelle de trigger marketing, c'est-à-dire voilà, donner l'information à la plateforme emailing qu'on a fait une conversion, par exemple. Donc quand il y a un formulaire qui est rempli sur le site, il y a un retour qui se fait sur la plateforme pour calculer le taux de conversion. Sinon, ça se fait facilement avec Google Analytics, surtout pour du e-commerce. Enfin, si vous définissez vos entonnoirs de conversion sur Google Analytics, dans la plateforme emailing, on peut taguer les liens pour qu'ils remontent comme venant d'un emailing dans Google Analytics. On peut même voilà, décomposer et séparer ces campagnes.
Écrire le pourcentage de remise va améliorer le taux de conversion. Ben oui, enfin globalement oui, tout ce qui peut. C'est comme si on avait quelqu'un en face de nous, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on donnerait une liste d'arguments, enfin le maximum d'arguments pour que la personne signe ou achète. Et donc ça passe par le rassurer, lui donner les avantages par rapport aux autres. De préférence pas que le prix aussi, mais forcément le prix rentre en compte, notamment sur, voilà, sur de la boutique e-commerce, sur du B2C. Donc pour finir, une petite présentation de la société Ediware. Donc on existe depuis 14 ans. Actuellement, on route plusieurs centaines de millions de mails par mois. Donc on gère notre propre plateforme emailing, voilà, qui est faite en interne, on ne sous-traite pas. Donc on peut répondre vraiment à toutes vos problématiques autour du routage email marketing. Donc, sur le slide, je vous ai mis quelques références. Et voilà, nos engagements, donc SNCD, Syndicat national de la communication directe. Voilà, où il y a les gros routeurs, voilà, les gros acteurs du marketing direct en France qui sont adhérents. Et Signal Spam, c'est une association qui est en partenariat avec la CNIL et qui nous permet concrètement, enfin, en valeur ajoutée pour nos clients, d'avoir les volumes de plaintes générés chez les gros fournisseurs d'accès français, notamment SFR, Orange, La Poste. Donc ça permet d'être proactif et détecter tout problème de délivrabilité sur un compte. Voilà, chose que des routeurs étrangers, notamment américains, ne peuvent pas forcément proposer. Enfin, ne peuvent pas proposer parce qu'ils ne sont pas adhérents. Pour le taux de réactivité, on prend en compte les cumulés ou les uniques. C'est comme vous voulez. Moi, je prends en général en compte les uniques, mais vous avez les deux taux en général sur une plateforme emailing. Pour le B2B, on envoie un doc avec un doc en pièce jointe, c'est envisageable, oui, tout à fait. Par contre, moi, je ne vous le conseille pas, parce que c'est quand même plus sympa d'avoir un lien vers cette pièce jointe. Alors déjà, parce que ce sera moins lourd pour vos destinataires, et d'autre part, parce que vous aurez des statistiques, notamment qui a ouvert qui a ouvert la pièce jointe, qui a cliqué sur le lien. Donc j'espère que cette présentation vous a plu. On peut vous aider à atteindre vos objectifs. N'hésitez pas à contacter notre équipe ou à me contacter moi directement. Donc mon mail c'est loic@ediware.net, loic@ediware.net. Et je vous invite notamment à laisser un commentaire ou une note sur la page du webinaire. Ça me permettra de m'améliorer par la suite.